Ness, Joseph, salut les gars, bienvenue dans les coulisses du Web3. Vous êtes tous les deux Salut. cofondateurs de... Salut. Vous êtes tous les deux cofondateurs de Gecko avec votre associé Hugo Mercier. Ça va être vraiment un épisode intéressant parce qu'on va revenir sur le pivot qu'il y a eu entre votre précédent projet Boulevard et Gecko. Donc on va parler Mhm. pivot, on va aussi parler product market fit. Pour rappel, Boulevard, c'est une plateforme qui permettait de shorter les NFT et Gecko, c'est plus un market maker dédié aux NFT. Alors, on va revenir un peu sur tous ces termes pour bien les expliquer. Mais avant ça, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle? Plaisir. Joseph, tu veux commencer? Ouais, bah allez, c'est parti. Donc du coup, Joseph, je suis rentré dans les cryptos en 2016 en cofondant Wharton. Donc Wharton qui est un marketeur crypto fongible, donc qui est devenu un des plus gros brokers crypto d'Europe. Avant ça, j'ai fait du trading, principalement à Londres chez BNP Paribas sur des produits de taux Forex, également dans un fonds d'investissement pour trader des options sur actions. Et j'ai rejoint l'aventure Gecko il y a plusieurs mois maintenant, car je voulais voir quelque chose d'autre. Je voulais trader un actif différent que les cryptos fongibles. Et j'ai rencontré Hugo qui m'a présenté donc le projet Gecko. Et j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir trader un actif avec beaucoup plus de caractéristiques que qu'un produit fongible. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et moi, donc de mon côté, donc Inès Belabran, moi j'ai commencé je suis ingénieur de formation, j'ai commencé ma carrière en finance de marché aussi, comme Joseph. J'ai fait de la structuration sur dérivés actions à Londres il y a 17 ans, 18 ans maintenant. Euh, Ensuite, j'ai enchaîné sur le conseil en strat chez McKinsey, et après je suis parti dans le monde de la tech, et j'ai en particulier passé 5 ans chez Shadow, donc une startup française de cloud gaming qui a levé 120 millions de dollars, à peu près 100 000 utilisateurs. Donc moi j'étais COO aux US, responsable de charge de lancer en fait le pays là-bas. On a eu à peu près 100 000 utilisateurs et ça, si tu connais un peu le space du cloud gaming, enfin on était vraiment enfin, c'est l'idée de fournir un ordinateur en fait de très haut niveau à des gamers à travers le cloud. Euh, et donc on a à peu près 100 000 utilisateurs entre l'Europe et les US. Pour moi, cette aventure s'est terminée il y a à peu près 2 ans et c'est là que je suis parti dans le monde de la crypto. J'ai rencontré Hugo en fait à ce moment-là et effectivement on a commencé à travailler ensemble dans ce monde-là, en particulier sur les NFT et, euh, et qu'on a voulu s'intéresser en particulier au problème de la liquidité des NFT. Donc la liquidité des NFT, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que NFT, effectivement, la liquidité d'un NFT, c'est le fait de pouvoir l'acheter et le vendre facilement. Voilà. Et donc, et n'importe qui a tradé des NFT sait que c'était pas si facile que ça, euh, en particulier d'acheter ou vendre à un bon prix. Et donc, on avait lancé un WBR dans cette optique-là, et notre pivot aussi, donc aujourd'hui vers Gecko, est également toujours dans cet objectif-là et toujours sur ce problème. On va carrément revenir dans un premier temps sur justement l'aventure Boulevard. Comment vous avez pivoté vers Gecko? Toi d'ailleurs, Joseph, tu n'étais pas dans l'aventure Boulevard, tu as rejoint Gecko ensuite, enfin Ness et Hugo dans Gecko. C'est bien ça, ouais. Ça Oui, marche. exactement. Et d'ailleurs, là, c'est plutôt que la parole à Ness. Est-ce que tu peux expliquer un peu le tout début de Boulevard, comment avec Hugo vous avez eu cette idée et comment vous avez, enfin ouais, pourquoi être allé directement sur ça et peut-être est-ce que d'ailleurs tu peux rappeler juste rapidement ce qu'est Boulevard. Tout à fait. Donc, BookVeber, c'est une plateforme en fait de trading d'options sur NFT. Et donc, c'est des options, c'est un instrument financier assez répandu. Et qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de faire deux choses. Ça permettait de shorter des NFT ou bien d'en acheter des pas chers. Et donc, si je te raconte un peu l'origine de la chose, donc c'est à peu près il y a un peu plus d'un an, donc on est en mai 2022. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, mais mai 2022, c'est là où les choses commencent un peu à tomber, quoi. C'est-à-dire, c'est sur Arrow Capital, c'est ces choses-là, tu vois, qui commencent à se passer. Le marché de la crypto commence un peu à avoir quelques scandales arrivés.
Je pense Joseph commence à avoir très peur sur ses books de Wharton. Et nous, en fait, ça part d'un message WhatsApp de Hugo sur notre groupe où il nous dit tiens, est-ce qu'on peut shorter des NFT? Et donc, on commence à réfléchir un peu à la question qui était vraiment, enfin, tu vois, c'est une question vraiment un peu inspirée du marché du moment où tout était en train de tomber. Et on se disait, tiens, est-ce qu'il y a des moyens de faire de l'argent dans l'autre sens? Et donc, effectivement, on commence à regarder le sujet. On se rend compte qu'il n'y a aucune manière de le faire facilement. Et donc, on définit un peu un mécanisme pour le faire. On commence à en parler autour de nous. On sent qu'il y a un attrait, en fait, sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on était dans un moment où il y avait une vraie professionnalisation, en fait, du trading NFT. C'est-à-dire que le NFT, qui était quelque chose assez culturel à la base, était quelque chose qui était en train de devenir de plus en plus financiarisé, de plus en plus technique, avec des plateformes qui arrivaient avec énormément d'analytics. On commençait à parler de Blur. On savait que Blur était en cours de conception pour justement attirer des traders pros, etc. Et donc, c'est comme ça que nous, on s'est dirigé vers Boulevard pour dire, ben voilà, on va fournir un outil un peu plus complexe que le simple côté j'achète et je vends des NFT pour pouvoir en particulier shorter des NFT qu'on sentait était un vrai besoin à l'époque. Ouais, parce qu'à ce moment-là, donc tu parlais de Blur. Avant Blur, la marketplace pour échanger des NFT, c'était OpenSea. Après, Blur a vraiment récupéré beaucoup de volume de OpenSea. Et pour situer aussi un peu le contexte, si on prend novembre 2021, je pense que c'était un peu le pic des NFT. On était à peut-être $400 000 en floor price pour les Bored Ape Yacht Club, les fameux singes qu'on connaît. Et moi, la question que je me pose aussi, c'est, déjà pour resituer, donc juste le fait de shorter, finalement, est-ce que tu pourrais expliquer, l'idée c'est juste, tu as quelqu'un en face qui va te prêter le NFT pour que tu puisses finalement le vendre maintenant, et en fait l'idée c'est de le racheter plus bas pour faire finalement une plus-value. C'est ça. Alors nous, le système était un peu différent de ça, mais c'est vraiment l'idée de base, si tu veux, c'est de dire gagner de l'argent quand le prix du NFT va descendre. C'est ça vraiment l'objectif qu'on essaye d'atteindre. Donc nous, on le fait pas en réalité avec un système de shorting, on le fait avec un système de put option. Ouais. Donc ce sont des options de vente de NFT. Donc c'est avec ce système-là que nous on le faisait. Mais effectivement, l'objectif c'était réussir à gagner de l'argent quand je pense que le NFT va descendre. Ouais. Et peut-être d'ailleurs pour juste réexpliquer les options sans trop aller sur des termes techniques, mais en gros le principe des options, c'est de dire voilà, moi je pense que si le prix dans X jours il est entre tel prix et tel prix, alors tu gagnes, et sinon tu perds. C'est à peu près ça. C'est un peu. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est je pense qu'il va descendre. C'est vraiment je pense qu'il va descendre en dessous de tel prix. Et donc si ça fait effectivement ça, je gagne de l'argent. Et plus ça descend, plus je gagne de l'argent. Et c'était qui d'ailleurs les clients de Boulevard? J'ai l'impression que c'était beaucoup en fait des gros traders qui avaient en fait beaucoup de NFT, et surtout que à ce moment-là quand vous avez créé Boulevard, donc on était un peu j'imagine à la fin de la hype des NFT, donc peut-être qu'il y avait moins de volume. Donc nous donc si tu veux on va commencer à réfléchir à Boulevard en mai de l'année dernière, et le temps de faire l'équipe, de lancer le produit. On a lancé le produit fin décembre. Et donc en fin décembre, le monde des NFT était extrêmement différent. Et en particulier, ce dont on s'est rendu compte en fait en fin décembre, début janvier, c'était que le monde des NFT, le gros du volume des NFT, c'était 300 personnes. C'était un marché en fait beaucoup plus petit que ce qu'on aurait pu croire en fait 6 mois avant, et que ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les gens qui sont sur Blur et qui tradent sur Blur, en fait, c'est juste quelques centaines de personnes qui tradent énormément entre eux et qui tentent de se battre les uns les autres, mais ça reste en fait extrêmement limité. Nous, les clients qu'on avait, les clients qu'on avait sur notre plateforme, il y avait quelques personnes qui étaient des gros traders, qui avaient énormément tradé, même qui faisaient des cours de formation, de trading de NFT, des choses comme ça. Il y avait il y avait pas mal aussi juste de petits traders qui jouent un peu comme ça, qui sont dans les communautés. Mais ça restait en fait assez petit. C'est ça dont on s'est rendu compte, c'est que le nombre de clients était pas énorme, tu vois, c'était quelques centaines, même pas, enfin tu vois, c'était l'ordre de 100, 200 clients, donc on avait finalement assez peu d'utilisateurs, même si en pratique c'était quand même beaucoup plus d'utilisateurs que toutes les autres plateformes d'options NFT réunies à l'époque. Okay. C'était quoi les autres plateformes d'ailleurs?
les autres plateformes, donc il y en a une qui s'appelle Putty et Collier, qui était un peu la première plateforme à faire ça. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Vogue, qui faisait ça. Et en termes de volume, eux, ils étaient comment par rapport à vous Très faible. Très faible. C'était quelques dizaines. Nous, on a fait à peu près 200, 300 hectares de volume. Ok, C'était en dizaines, quoi. d'accord. C'est à peu près ça. En revanche, en fait, ce qui s'est passé au même moment, alors en fait, c'était plutôt ça, notre plus gros concurrent, c'était NFTK. Je sais pas si tu en as parlé d'eux, et eux, l'idée, c'était toujours permettre aux gens de pouvoir shorter des NFT, mais avec un système différent qui est un système de perpetual futures au lieu d'un système d'options. Ok. Et juste pour parler un peu chiffres, donc tu parlais de plusieurs centaines d'hectares de volume. Enfin, vous, pendant la durée de vie de Boule Bear, est-ce que tu peux dire, ou c'est confidentiel, combien de chiffre d'affaires vous avez emmagasiné? Parce que j'imagine que le business model, c'était de prendre des fees sur ce volume. Ouais, exactement. Nous, c'était combien? On faisait 2,5%, je crois, de fees. Donc, 2,5% de fees. Donc, on a dû faire entre 5 et 7 hectares de revenus là-dessus. Ok. C'était pas... Ouais. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a poussé notre pivot, c'était de se dire, en fait, c'est pas avec ça qu'on va réussir à avoir une société qui tienne la route et qui est durable. Donc, il faut qu'on trouve autre chose pour faire vivre la boîte. Parce qu'à ce moment-là, vous étiez, donc il y avait Hugo, toi, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans l'équipe? Ouais, on avait des développeurs qui étaient avec nous. Ok. Voilà, on avait 3 développeurs qui nous ont aidés à monter. Et ils vous ont rejoint après pour le pivot ou ils ont quitté l'aventure Non, je s'est séparé de Saftar et d'autres sont partis. Le pivot, en fait, c'est un moment assez difficile hein, pour une société, surtout à ce niveau-là, tu vois, qui n'a pas encore prouvé beaucoup de choses. Donc, c'est un moment assez difficile. On avait passé 6 mois assez durs, tu vois, justement, surtout les 3 derniers mois, en fait, on était assez dur pour sortir le produit le plus possible. Et donc ouais, ça avait été un peu dur et on a fait ça à partir de zéro, en fait, avec Hugo. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Joseph. Et là, on a senti qu'il y avait une même envie, et qu'il n'y avait pas, voilà, qu'on n'avait pas en face de nous un salarié, qu'on avait en face de nous un associé. Yes. Et tu peux partager un peu les doutes que tu as rencontrés justement quand on est face à un pivot? Est-ce que c'était fluide? Vous vous êtes dit, bah, c'est pas grave, on a appris, ou vous vous êtes posé la question de continuer? Est-ce que tu peux un peu partager qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Non, attends, un pivot, c'est tout sauf fluide. C'est pas fluide du tout, même je pense que toutes les histoires de pivot, tu essayes de regarder, en fait, le premier truc, c'est d'accepter que ce que tu fais ne marche pas. Je pense que le premier sujet, c'est super ok. Ce que je fais ne suffit pas, ça va pas marcher. Si je continue, la boîte va s'arrêter. Donc ça, c'est le premier truc, en fait, à se dire et à accepter, ce qui est pas facile parce que si tu veux, c'est le produit que tu as poussé devant tes investisseurs, devant ton entourage, devant tes employés, devant tes associés, etc. Tu l'as poussé, tu y croyais, et faut accepter que tu as eu tort. Donc ça, c'est pas facile. Et après, il faut trouver quoi faire. Et donc nous, là-dessus, ça a été un process. En fait, la chose qu'on avait quand même plutôt bien faite, c'est qu'on connaissait énormément de monde, en fait, dans ce monde des NFT. On avait parlé à énormément de gens. Donc, on a pu parler, en fait, à beaucoup de sociétés dans le Web3 pour comprendre un peu, justement, quels étaient leurs enjeux. Et donc, c'est comme ça qu'on a fini par tomber sur Gecko et qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'un seed round que vous avez fait au moment de Boule Bear, au début. Vous avez levé combien? Et après, du coup, avant le pivot, il vous restait combien On a levé à peu près 500K. Ok. Et au moment du pivot, il nous en restait à peu près 200. Ok. Et avant qu'on parle du pivot, est-ce que tu peux revenir sur peut-être les erreurs que vous avez commises avec Boule Bear, les galères que vous avez rencontrées? Enfin, je pense que l'erreur qu'on a commise, en fait, c'est que c'est de ne pas avoir vraiment compris qui serait nos clients.
et de pas avoir vraiment cette vision de voir que effectivement c'était finalement très peu de personnes et que si tu veux, je pense qu'on a eu pas mal de data points en fait au fur et à mesure entre mai, si tu veux, et décembre quand on lance le produit. On a eu beaucoup de data points où on a vu que qu'il n'y avait peut-être pas autant d'entrain pour ce qu'on était en train de construire que ce qu'on pensait. Et je pense que ça a été une erreur de notre part de pas s'en rendre compte. Et ça, enfin voilà, c'est connaître son marché, quoi. C'est connaître son marché. Et la difficulté, c'est qu'évidemment, c'est très dur de pointer un moment exact et de dire oui, là, j'ai fait une erreur ici, quoi. Mais c'est vraiment, c'est comme ça, c'est un peu à la dure que tu vas apprendre ton marché. Après, je pense que ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a été quand même très rapide pour sortir le produit. Je me rappelle, jeunes investisseurs, on a fait notre round en octobre, donc accessoirement au pire moment possible, quoi. 3 mois après, on sortait notre produit. Honnêtement, rien qu'en voyant ça, pas mal de nos investisseurs étaient impressionnés parce que le nombre d'équipes à l'époque qui levaient des millions et qui sortaient rien du tout 2 ans après, il y en avait beaucoup, quoi. Et donc rien que ça, je pense qu'on a très bien fait. On a plutôt très bien exécuté, mais par contre, l'idée de base sur laquelle on exécutait, elle n'était pas forcément bonne. Ouais, donc l'idée, ça aurait été de mieux comprendre le marché avant de l'adresser, peut-être. Mais en même temps, j'imagine aussi qu'il a évolué au fur et à mesure de la conception du produit aussi. Ouais. C'est ça, c'est avoir, si tu veux, avoir la perspicacité de se dire, ok, effectivement, le marché n'est plus bon et je vais jeter en fait ce que j'ai déjà fait et il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire de nouveau. C'est vraiment difficile. Ouais. C'est vraiment très difficile et tu comprends pourquoi en tant qu'entrepreneur, tu vas continuer, tu as envie de savoir en fait si tu as tort ou tu as raison. Et vous êtes posé la question de, je sais pas, prendre un entrepreneur qui allait continuer l'aventure tout en sachant que vous alliez faire un pivot parce que vous aviez, voilà, vous vouliez quand même voir aller au bout de l'idée quand même. Et peut-être vous vous êtes dit, bah, sur le court terme, on est très dépendant du marché, il n'y a pas trop de marché, mais le produit est quand même bon, l'idée est peut-être bonne et que sur le long terme, ça peut payer. On a cherché à vendre le produit, on n'a pas trouvé de preneur. On n'a pas trouvé de preneur pour le produit, donc quelque part, si tu veux, c'est combien tu le vends et ça devient quelqu'un et cette personne va le porter. Tu peux pas mettre un gestionnaire dessus et gérer un produit avec 50 utilisateurs. Tu vois. Enfin, c'est pas viable, quoi. On n'avait pas les moyens de faire ça, on n'avait pas la vision non plus de faire ça. Tu as besoin, même si tu mets quelqu'un pour gérer la chose, tu as besoin d'avoir une vision, de dire effectivement que le marché va dans ton sens. Et là, c'était pas le cas, en fait. On sentait bien que cette professionnalisation, en fait, autour des NFT, c'était plus le sujet, quoi. Et la plateforme, d'ailleurs, elle est toujours live, vous l'avez terminée, enfin, vous l'avez clôturée La plateforme est toujours live. On a comme ambition de la mettre open source à un moment. On va aller chez la MCD, puis si un jour ça repart, on verra bien, quoi. Mais pour le moment, elle est live et elle tourne. Et vous vous en occupez plus du tout Non, on a arrêté de s'en occuper. Et quand vous avez dit à vos investisseurs que vous allez pivoter, comment ils ont perçu la chose? Est-ce qu'ils étaient, ils vous ont soutenu pour le round d'après? Parce que j'imagine que vous avez levé derrière, ou il y en a qui ont eu des doutes Non, écoute, on a été assez franc avec eux. On leur a dit, en fait, la première update qu'on m'avait envoyée au bout de 3 semaines d'activité était plutôt positive parce qu'en fait, on voyait qu'on avait quand même un peu de volume, etc. Donc, on était plutôt très contents à ce moment-là. Et puis, on leur envoyait un autre email il y a un mois et demi après en leur disant, bon, finalement, en fait, ça marche pas et on va dans le mur si on continue comme ça. Et en fait, on a été assez clair avec eux en leur disant, bah, écoutez, on va réfléchir, on va bosser à un pivot. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Si vous avez envie de continuer à nous soutenir, c'est génial, merci. Sinon, on peut vous rendre l'argent au ratio de ce que vous avez mis, etc. Et donc on a eu beaucoup de messages très encourageants de tous nos investisseurs. La parcelle c'est parti. La parcelle de récupération d'argent, donc c'était assez encourageant. Et on nous a dit, continuez les gars, on vous soutient. Tant que vous êtes à fond dessus et que vous vous battez pour faire marcher la chose, nous on est derrière vous. Donc on a dit ok. On n'avait pas envie de relever parce que, tu relèves sur une vision de marché en fait. Tu relèves sur un produit, sur une vision, sur quelque chose, et on ne l'avait pas encore. Et on a mis un peu de temps en fait à l'avoir. Et en fait, le temps de l'avoir, si tu veux, on a commencé à vendre à des clients
Et maintenant, on est profitable et donc c'est plus vraiment un sujet, quoi. En tout cas, pour le moment. Pour le moment, c'est plus un sujet et on va parler un peu de Gecko, mais voilà, là, si tu veux, on a des clients, on tourne, donc on n'a pas un besoin de lever maintenant. Et alors, c'est hyper intéressant parce que donc, tu disais, hein, vous connaissiez beaucoup de monde à ce moment-là dans l'écosystème NFT. Et c'était quoi un peu la stratégie? Ça a été de parler au maximum de monde possible et de creuser certaines idées. Est-ce que tu peux un peu expliquer le cheminement qui a amené à sélectionner Gecko comme idée? Ouais, en fait, on a assez vite, en fait, c'est difficile d'appeler des gens et de leur dire alors c'est quoi tes problèmes, Ouais. ça marche pas, tu vois. La chose qu'on a trouvé efficace, c'était de proposer quelque chose. Voilà, nous on a fait ça et en fait ce qu'on avait fait sur Bullbear, c'est là où ce qu'on a fait sur Bullbear a servi un peu à Gecko aujourd'hui. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait nous-mêmes market maker en fait notre propre plateforme. Alors ça veut dire quoi donc market maker? Peut-être c'est le moment un peu d'en parler, mais quand tu crées une marketplace comme nous on l'a créé, où en fait il y avait quelqu'un qui devait acheter une option et vendre une option, mais ce qui est vrai pour n'importe quel type de marketplace, hein, quand tu fais des voitures, quand c'est une marketplace de voitures, tu as besoin de gens qui vont acheter des voitures, tu as besoin de gens qui vont vendre des voitures. En fait, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à trouver deux personnes différentes qui vont venir sur la plateforme à peu près au même moment, un qui va vouloir acheter, un qui va vouloir vendre. Donc ça, c'est assez compliqué à faire. Ça demande ton effort si tu veux. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est que on faisait venir des gens sur la plateforme et c'était nous-mêmes, en fait, qui nous positionnons en face d'eux. Donc, s'il y avait quelqu'un qui voulait acheter, on lui proposait de vendre. Et s'il y avait quelqu'un qui voulait vendre, on lui proposait d'acheter. Et donc, c'est ça, en fait, faire du market making, c'est constamment proposer à l'achat ou à la vente les produits que propose la plateforme. D'accord? Et donc, nous, on avait fait ça, en fait, sur notre plateforme de manière plutôt efficace. C'était en particulier ça qui nous avait permis, en fait, d'avoir les premiers clients. Et donc, on a commencé à proposer ça, en fait, tout d'abord à d'autres protocoles comme nous, d'autres plateformes, d'autres marketplaces. Et on a commencé à sentir un entrain de ce côté-là. Et ensuite, et on a continué, en fait, en allant parler un peu à énormément de boîtes, en fait, donc du secteur, en leur disant, bah, voilà, on pourrait market maker chez vous, on l'a fait chez nous, ça a marché. Et on peut market maker des assets digitaux que vous faites. Donc, on a commencé à parler à des jeux, on a commencé à parler à des boîtes de tokenisation, on a commencé, donc c'est real world tokenisation, on a commencé à parler à des collections de TFP, à beaucoup de gens comme ça. Et c'est là qu'on a commencé en fait à sentir une traction sur ce sujet-là et qu'on a réussi à trouver nos premiers clients. Hyper intéressant. Ouais, donc pour résumer, en fait, le point de friction, c'est en tant qu'acheteur, tu as envie quand tu veux acheter qu'il y ait un vendeur en face, et c'est pas toujours le cas, surtout avec les NFT parce qu'il y a peu de liquidité. Et pareil, en tant que vendeur, tu veux que quand tu as envie de vendre, il y ait un acheteur. Et le risque, en fait, surtout quand tu es vendeur, c'est que s'il n'y a pas d'acheteur et qu'on va dire qu'il y a un carnet d'ordre qui est, enfin une liquidité qui est un peu inexistante, que tu fasses avec très peu de volume, vaciller en fait le prix à la baisse ou à l'achat aussi si c'est pour si tu achètes le prix monte à la hausse. Et là ce que vous proposez en fait c'est une solution pour maintenir le prix, on va dire maintenir le prix tout simplement, et également éliminer la frustration des utilisateurs quand ils veulent acheter ou vendre un NFT en l'occurrence. Et ce que tu disais, c'est que ce besoin-là, vous avez commencé avec des besoins, avec des protocoles de finance décentralisés, mais que c'était un besoin qui était aussi partagé par les jeux blockchain qui ont des NFT et aussi des collections NFT. Parce que d'ailleurs, ils faisaient comment alors, tu expliqueras après si vous avez des concurrents ou pas, mais comment en fait ces plateformes-là, que ce soit donc ces plateformes, ces projets, que ce soit des protocoles DeFi ou des jeux blockchain ou des collections NFT, comment ils gèrent en fait leur manque de liquidité jusqu'à maintenant? Est-ce que du coup ça a un gros impact sur le prix? C'était quoi un peu le problème pour eux que ça posait Donc, nous effectivement, si tu veux, peut-être avant de parler de comment ils gèrent le problème, peut-être pour t'expliquer effectivement le problème qu'ils avaient, dont on s'est rendu compte qu'ils avaient, c'est que quand t'es un jeu Web3, je parlerai en particulier des jeux parce que c'est là qu'on a vraiment eu le plus d'impact. Je te parlerai peut-être un peu des autres use cases après, mais donc les jeux, quand tu décides de faire un jeu blockchain, en fait, la raison principale pour laquelle tu vas le faire sur la blockchain, c'est cette logique, en fait, où effectivement tes assets digitaux vont être facilement tradables sur un marché secondaire. Okay, et donc, tu vas développer ton jeu avec cette logique de marché secondaire derrière en te disant, effectivement, pour les gens, ce sera très facile d'acheter et de vendre. Techniquement, en tout cas, ce sera très facile. Le problème qu'ils ont, c'est que
si techniquement c'est très facile, ça veut pas dire qu'en pratique c'est si simple. C'est-à-dire que oui, c'est très simple de vendre un NFT, par contre, il faut avoir un acheteur en face de soi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jours où il y a trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs. Il y a des jours où il y a trop d'acheteurs, il n'y a pas assez de vendeurs. Et donc, les jours où il y a trop de vendeurs, le prix chute. Les jours où il y a trop d'acheteurs, le prix remonte. Et donc, tu te retrouves avec un prix extrêmement variable, en fait, de jour en jour. Et ça perturbe, en fait, tes utilisateurs qui savent plus, si tu veux, comment gérer, de manière un peu stratégique, tu vois, comment est-ce que je gère le fait que je dois se jouer, etc. Et il y a toujours un peu une logique de je veux gagner un peu d'argent quand je suis dans un jeu Web3. Et donc, comment est-ce que je fais ça avec des prix qui sont constamment en train de bouger? Et donc, nous, cette question de la stabilité du prix, c'est le premier problème, en fait, qu'on adresse à travers Gecko. Et donc, effectivement, nous, on arrive sur le marché et on leur propose ça. La manière dont il l'adressait, en fait, jusqu'à maintenant, y en a qui faisaient des interventions un peu manuelles. Il y a pas mal de mecs qui faisaient des interventions un peu manuelles, par exemple, à essayer d'acheter quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient, à essayer même de vendre. Enfin, tu vois, essayer de faire en fait ce que nous on fait avec une stack technique, avec des traders, avec des choses un peu plus perfectionnées, un peu plus institutionnelles. Eux, ils essayaient de le faire un peu à la main. Et donc ils arrivaient un peu à faire les choses, mais ils sentaient bien que c'était pas là. Après, c'est un nouveau service ce qu'on propose. Ce qu'on propose en fait, c'est un service qui existe énormément du côté crypto, mais qui du côté NFT n'existe pas encore. À part justement ce côté un peu fait dans mon garage, quoi. Et donc nous on arrive avec ce côté un peu plus professionnel, un peu plus institutionnel sur la chose. D'ailleurs, ouais, pour rebondir sur le côté crypto, donc toi, Joseph, c'était chez Wharton, donc c'était vraiment ta spécialité. Toi, tu as rejoint le projet quand il y avait vraiment l'idée de Gecko comme market maker NFT, ou même avant, et comment ça s'est passé un peu ton arrivée dans le projet Exactement. Alors, l'idée de Gecko avait déjà émergé chez NS et Hugo. Alors, cette époque, donc c'était en début d'année, fin d'année 2022. Ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais chez Wharton. J'avais envie un peu de faire autre chose. Trader des cryptos, c'est bon, c'était maîtrisé, je savais le faire de façon haute fréquence, de façon en OTC, j'avais compris le marché. Donc je cherchais à faire autre chose et j'ai rencontré Hugo qui m'a parlé de ce projet. Et je me suis dit, ok, en fait, les NFT, ça va être un actif hyper intéressant. Il y a plein d'attributs. Les modèles de pricing vont être très évolués parce qu'il va falloir prendre en compte énormément de caractéristiques, énormément de corrélations entre ces actifs pour pouvoir faire le market making. Et donc, on s'est dit, ok, en fait, mon profil, mon expérience chez Wharton peut être applicable au NFT. Il y a plusieurs différences techniques sur le fait que, principalement sur les cryptos fongibles, c'est des actifs qui se tradent principalement sur des marketplaces off-chain, donc par exemple avec Binance, Coinbase, alors que là, sur les NFT, tout est on-chain. Donc ça, c'était la principale différence technique. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le market making, c'est quelque chose qui se fait depuis des siècles sur différents actifs. Que ce soit des actifs palpables comme les matières premières ou électroniques comme on a sur les actions et les obligations. Donc c'est pas quelque chose de nouveau au final qu'on fait. C'est quelque chose qui se fait dans tous les marchés et même sur des marchés matériels. Si tu prends par exemple le marché d'occasion sur l'iPhone par exemple ou tout ce qui va être les MacBooks chez Apple, tu vas avoir des sociétés comme Back Market qui vont le faire au final. Ça revient exactement à la même chose. Donc nous ici, on applique quelque chose qui fonctionne, qui a prouvé son utilité dans différentes industries différentes, différents secteurs différents. Donc on s'est dit en fait, NFT, personne ne le fait encore. On a vraiment quelque chose à faire sur ce marché. Ouais, tu disais que les NFT, enfin pour les NFT, le market making est plus complexe parce qu'effectivement pour un NFT, tu vas avoir des métadatas. Donc par exemple, je sais pas si je prends un Bored Ape, ça se trouve le fait qu'il ait les yeux avec tel attribut ou le visage avec tel attribut, il va être plus ou moins rare. Donc après, il faut un peu mesurer ce degré de rareté. Et j'imagine aussi le fait de mal faire du market making, le risque, ça peut être justement d'enrichir certains traders qui ont un peu trouvé la faille parce que le market maker va vendre son volume sur ajuster le prix. Enfin, j'imagine qu'il y a un vrai travail d'ajustement pour justement pas, entre guillemets, alimenter des traders malins. D'ailleurs, est-ce que vous avez rencontré des problèmes jusqu'à maintenant où vous avez su, de par ton expérience, le gérer directement ce sujet-là?
Alors, on arrive à gérer ces problèmes-là. Et en fait, sur tout ce qui est ces modèles de pricing, justement, on essaie aussi d'être proactif. Quand on va travailler avec un projet, que ce soit un jeu vidéo ou peu importe, on va beaucoup communiquer avec le projet. On va vraiment essayer de comprendre l'économie de ce jeu, que ça soit de A à Z. S'il y a un token derrière, s'il n'y a pas de token, quels sont les attributs des NFT, qu'est-ce qui est important pour les joueurs, qu'est-ce qui va impacter le pricing. Donc on fait ça à la fois en collaboration avec le projet, on le fait aussi de notre côté. On va faire des analyses de marché, des analyses quantitatives pour essayer de mettre en évidence tous ces liens, toutes ces corrélations qu'on arrive à trouver. Donc on essaye d'être proactif. Et également, après, dans nos algorithmes, on va avoir des safeguards, des sécurités qui permettent à nos algorithmes de ne pas être manipulables justement à ces joueurs qui connaissent peut-être un peu mieux l'économie de marché de ces jeux, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas récupérer l'argent qui est sur les wallets. Alors, Et il y a peut-être pour ajouter quelque chose à ce que dit Joseph, ce qui est intéressant en fait dans les NFT, c'est que c'est pas que de l'algorithme, c'est beaucoup d'humains aussi. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé, tu vois, je peux te raconter un truc qui nous est arrivé avec un de nos clients. Donc en fait, il a toute une collection de NFT avec plein de types de NFT différents à l'intérieur. Et donc lui, il vend régulièrement, donc c'est un jeu vidéo, et lui, il vend régulièrement en fait sur son site des NFT. Et en fait, à un moment, et donc nous, on est en train de, lui, il les vend en fait sur le marché primaire, donc il les vend, c'est lui qui les émet au début, et nous, on les traite sur le marché secondaire avec notre pricing. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans qu'on soit au courant, il a fait une promotion sur son côté. Et donc d'un coup, en fait, lui, il a vendu pendant un moment, en fait, il a vendu des NFT moins chers que ceux auxquels nous on les tradait sur le marché secondaire. Alors vraiment, on a des fail-safe, si tu veux, dans nos algorithmes qui savent détecter ce genre de choses et qui stoppent en fait l'algorithme à ce moment-là. Et où effectivement, nous on doit retourner dedans et comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ok, on a vu en fait, il y avait cette promo qu'on n'avait pas anticipée parce que les clients n'avaient pas prévenu de ça. Et donc, donc en fait, ce qu'on a vu qui est extrêmement différent, par exemple, par rapport à l'expérience de Joseph chez Warhub, c'est que justement, tu vois, quand tu es sur de la crypto, c'est quand même beaucoup plus automatisé, les volumes sont beaucoup plus grands. Et puis, en fait, sur de la crypto, la supply, elle est définie. C'est quelque chose qui est très clair. Il y a un supply, il y a un vesting, tout est écrit dans un white paper, ça va pas bouger, c'est dans un smart contract, c'est terminé. Dans les NFT, en fait, c'est un bien, en fait, qu'une entreprise vend, qu'une entreprise crée et vend au fur et à mesure, et ça peut varier très régulièrement la manière dont elle le vend. Et donc ça change énormément la manière dont tu dois trader ça. C'est-à-dire que tes algorithmes doivent avoir des fail-safe pour vraiment bien gérer ça, et puis des traders humains derrière qui font l'oversight et qui gèrent la chose de jour le jour. Et ça me fait penser aussi à la collection Azuki qui a lancé une nouvelle collection il n'y a pas longtemps. Et finalement, on peut voir aussi qu'il y a une corrélation entre plusieurs collections d'un même émetteur. Parce que finalement, la création de la nouvelle collection était un peu assimilée en termes de design à la collection initiale. Et donc, ça a impacté la première collection. Est-ce que j'ai l'impression que ce sujet-là va un peu dans la direction de ce que tu disais, que finalement, c'est un peu de la création de richesse, enfin, chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un token. À moins que, par exemple, je sais pas, Yuga Labs, qui a le Apecoin, crée un deuxième coin. Mais bon, c'est quand même assez rare, alors que c'est moins rare qu'une collection NFT crée une autre collection. Alors oui, il y a une corrélation entre toutes les collections qu'un projet va créer. Et c'est pour ça que lorsqu'on discute justement avec ces projets, on recommande fortement, s'il y a plusieurs collections, de faire le market making sur toutes les collections d'un coup. Et également, si le projet a un token, de nous donner le market making de ce token également. Alors pourquoi est-ce qu'on recommande ça? Parce que le fait de voir l'ensemble des flux qui se passent dans le marché sur l'ensemble de ces collections nous permet d'améliorer le market making. Si on voit qu'il y a des flux acheteurs, des flux vendeurs sur le token, par exemple, on sait que ça va forcément impacter les NFT. Et l'inverse est également vrai. Donc, on recommande de donner l'ensemble de ces projets pour améliorer l'expérience client et améliorer nos algorithmes. Ouais, c'est intéressant, donc vous faites aussi les tokens. Et pour venir donc sur le lancement de Gecko, comment ça s'est passé? J'imagine que vous avez identifié des premiers utilisateurs qui étaient partants, parfois qu'on appelle design partners, c'est-à-dire vraiment c'est les premiers utilisateurs qui vont vous donner beaucoup de feedback. Est-ce que ça a été le cas là? Comment vous avez vraiment enclenché la machine? En fait,
la machine, on l'avait déjà en partie, tu vois, parce qu'on avait bossé sur Boulevard et on l'avait en partie, et donc on avait déjà les premières pièces. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que en onboardant, si tu veux, nos premiers clients, donc, enfin, tu vois, tu convaincs tes premiers clients parce qu'effectivement, tu l'as déjà fait quelque part toi-même et que tu as envie de lui montrer la valeur. Et donc après, en construisant en fait avec eux, en comprenant bien leurs objectifs en fait à travers ce market making, c'est là qu'on arrive à construire et à améliorer le produit de jour en jour, quoi. Voilà, c'est un process qui s'arrête pas, quoi, qui continue encore aujourd'hui, quoi. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait, vous avez réutilisé une brique de Boulevard pour ce pivot. C'est ça, tout à fait. C'est une brique qu'on avait bien compris en fait comment elle fonctionnait en fait, dans Boulevard. On a dû refaire pas mal de choses d'un point de vue statistique, mais si tu veux, on avait tous les concepts qui étaient déjà là. Donc j'ai l'impression, vous parliez de protocole DeFi d'ailleurs. Est-ce que vous travaillez toujours avec des protocoles de finance décentralisés qui font du NFT, ou là vous êtes vraiment plus sur des jeux qui ont des NFT et des collections NFT? Nos clients aujourd'hui, c'est des jeux Web3. Ouais. Ok. Voilà, on est sur des jeux Web3 qui ont des économies en fait qui tournent souvent, qui ont des collections de NFT déjà présentes, et donc on les aide, on les soutient quand ils ont des opérations marketing, quand ils veulent stabiliser un peu justement ce qui se passe dans leur communauté, etc., sur les prix des NFT et tout. Donc c'est là qu'on vient et qu'on les aide. Tu as d'ailleurs quelques jeux peut-être à citer comme client. Donc il y a un jeu, dont on parle publiquement, qui est un peu le seul dont on parle dont on peut parler publiquement, qui est Blocklords. Donc c'est un jeu, c'est un assez gros studio qui s'appelle MetaKing, qui est backé, qui est backé par des VC, qui est assez ambitieux. C'est un jeu un peu médiéval, tu vois. C'est Blocklords, c'est des lords médiévaux. Enfin voilà, t'es un seigneur et tu vas avoir t'as une logique un peu de farming où tu vas gérer un petit village. T'as des logiques de bataille où tu vas aller lever une armée, aller combattre d'autres seigneurs, etc. Et donc, tu as toute une hiérarchie en fait qui est créée. Ils vont lancer des systèmes de dynastie, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de. C'est très ambitieux comme jeu. Et donc, on est avec eux il y a quelques mois maintenant. Ouais, c'est un jeu sur Immutable X, ouais. Et vous avez, donc là maintenant, est-ce que vous estimez que vous avez trouvé votre product market fit, hein, donc on parle de product market fit, c'est vraiment trouver le bon produit avec la bonne audience, le bon message, le bon problème à résoudre. Est-ce que vous estimez que vous l'avez trouvé aujourd'hui avec Gecko Et je pense qu'on a trouvé, en fait, on pense qu'on a trouvé un vrai problème, en fait, de ces jeux Web3. Et on pense qu'on a et on voit, c'est même pas on pense, hein, c'est on voit dans les résultats qu'on a avec nos clients, qu'on a un vrai impact sur ce problème. On aide vraiment à le résoudre. On a des clients qui sont plutôt très satisfaits de ce qu'on fait. La question qui est plus large, si tu veux, c'est est-ce qu'il va y avoir un marché du gaming Web3? Ouais. Et là, c'est des convictions, tu vois. C'est nous, on en est persuadés. Tu vois, nous, on pense qu'effectivement, la technologie blockchain, ça apporte quelque chose en plus à l'expérience d'un joueur. Ça peut rendre un jeu meilleur. Mais ça n'a pas encore été prouvé. Il n'y a pas encore de grand jeu Web3 qui ait vraiment réussi à montrer quelque chose, à part le côté un peu play to earn qui a été surutilisé, tu vois, et qu'on sait qu'il va plus vraiment donner grand-chose. Le côté pur play to earn vient travailler dans un monde virtuel pour gagner de l'argent, ça peut pas exister seul, quoi. Il faut qu'il y ait un élément de fun, il faut qu'il y ait quelque chose. Et la question pour nous sur le marché, elle est plutôt à ce niveau-là, quoi. On sait qu'on a un product market fit. La question, c'est est-ce qu'il y a un market, quoi. Alors, j'imagine que vous êtes un peu dans les coulisses justement des jeux blockchain et qu'il y a beaucoup de jeux en construction actuellement, non? Oui, alors, les chiffres sont impressionnants, hein, quand tu rentres un peu et que tu essayes de rassembler les chiffres. Tu as 2500 jeux qui sont en préparation pour l'année prochaine. Nous, les gens à qui on parle, il y a beaucoup de jeux qui sont prévus pour cet automne, pour fin de l'année, d'autres pour l'année prochaine, etc. Il y a beaucoup de jeux qui sont en préparation. Donc, on sait qu'il y a a priori un gros marché qui arrive. Est-ce que ce marché va rencontrer son public? C'est ce qu'on espère, mais quand tu regardes les moyens qu'il y a derrière, quand tu regardes les équipes qu'il y a derrière, et ce qui est pas mal aussi, c'est que tu vois, le fait qu'on soit un peu dans ces relations-là nous fait un peu tester pas mal de jeux. Ce qu'on voit, tu vois, j'ai un peu un background dans le gaming, j'en ai vu pas mal des jeux. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vois que les jeux commencent à atteindre un certain niveau de qualité qui n'existait pas avant, quoi. Et donc c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que
tu commences à avoir une vraie qualité dans les jeux. Il y en a beaucoup qui arrivent. Alors, tous vont pas sortir, tous vont pas être bons, mais on sent que t'as une vraie possibilité que ce marché-là marche, quoi. Ouais, j'ai l'impression que les jeux blockchain au début c'était vraiment des jeux qui étaient créés plus par des développeurs, des teams blockchain que gaming, et que là il y a des studios gaming qui se mettent vraiment dedans et que c'est un sujet qui est vraiment pris au sérieux, et donc on a des jeux de très bonne qualité qui vont arriver bientôt. Et d'ailleurs vous êtes en discussion avec ces studios de gaming, je pense à des plus ou moins gros studios, hein, mais est-ce que c'est le cas Oui, on est en discussion avec la plupart des gros studios auxquels tu peux penser. Parce qu'effectivement, c'est pas un sujet pour le moment, parce que oui, les collections sont pas sorties, parce que les jeux sont pas sortis, mais la plupart en fait sont très conscients en fait de ce problème de la liquidité et l'anticipent beaucoup. En fait, c'est quelque chose qui est pas spécialement nouveau, si tu veux. C'est-à-dire que l'idée de faire effectivement un marché secondaire sur des actifs dans un jeu, enfin tu vois, sur CS:GO, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Sur la plupart des MMO, il y a des marchés secondaires qui sont développés, donc ils connaissent un peu cette dynamique-là, et donc ils savent quels sont les potentiels problèmes qui peuvent leur arriver. Ok. Et ouais, une question aussi, c'est sur, je dirais sur le. Ouais, non, c'est intéressant. Je me demandais par exemple, tu vois, un jeu comme Sorare, typiquement, est-ce que c'est un jeu aussi où votre solution elle peut être pertinente, ou je sais pas d'ailleurs si vous êtes en discussion avec eux, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement aussi de NFT sur Sorare. Alors, sur Sorare, donc pour rappel, hein, Sorare c'est le jeu de foot. On a des cartes Penny, hein, donc on appelle ça du fantasy football. Donc il y a des cartes qui sont gratuites, des cartes payantes avec des différents niveaux de rareté. Et est-ce que, enfin, j'imagine que votre solution elle pourrait vraiment être pertinente pour un Sorare, ou Sorare n'a pas ce problème-là actuellement C'est intéressant que tu poses cette question, parce que justement, alors, on n'est pas actif sur Sorare, mais Sorare a été un cas d'usage qui a un peu renforcé notre idée sur Gecko, étant donné que Sorare le fait déjà. Ils ont déjà en fait indirectement des joueurs qui vont faire le market making pour eux sur leur plateforme. Et donc, ce fait qu'il y ait des joueurs qui apportent cette liquidité renforce le fait que sur Gecko, ce qu'on propose, le service qu'on propose, a une vraie utilité. C'est quelque chose dont les jeux ont vraiment besoin, dont les marketplaces ont vraiment besoin. Ouais, intéressant. Alors après, c'est vrai que Sorare, donc c'est un des plus gros jeux, donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de faire du market making. Enfin, je veux dire, ils peuvent se permettre d'avoir des joueurs qui fassent du market making parce que c'est un gros jeu avec une telle économie. Effectivement, c'est pas le cas de tous les jeux, surtout au démarrage, j'imagine. Et vous avez des concurrents d'ailleurs aujourd'hui qui font comme Gecko, ou vous êtes vraiment les seuls sur ce créneau-là La plupart des concurrents, il y a quelques équipes en fait qui sont nos concurrents, mais qui sont, pour faire simple, un peu des personnes dans leur garage, tu vois, qui font en fait des NFT principalement en fait for profit. C'est-à-dire que l'idée d'un market maker classique, c'est j'achète et je vends et je fais un profit en fait quand j'achète et je vends. Nous, on est les premiers à le proposer, si tu veux, en tant que service à des gens qui émettent des NFT. Donc c'est ça, si tu veux, qui est nouveau dans le modèle qu'on fait. C'est un modèle qui existe sur tous les autres actifs. Tu vois, c'est-à-dire que sur les actions, sur le foreign exchange, sur les obligations, sur les crypto-monnaies, c'est un métier qui existe où effectivement, ou bien tu vas te rémunérer sur un spread sur les choses qui sont très liquides, ou bien tu vas te rémunérer en travaillant en fait en tant que service pour l'émetteur de l'actif, en travaillant directement avec ces gens-là. Donc tu as les deux modèles qui existent, et nous on crée ce deuxième modèle sur ça. Donc en fait nos concurrents, c'est des gens qui le font plutôt sur le côté for profit, sur des collections très tradées du type Azuki, du type Yuga Labs, etc. Ouais, en fait, le premier type dont tu parles, finalement, c'est des arbitrageurs, donc ils font de l'arbitrage. C'est ça va être des arbitrageurs, ça va être des market makers, ça va être des gens qui vont effectivement trader pour le profit et créer beaucoup de liquidité en fait sur ces places-là. Ok, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marketplace NFT, on parlait de OpenSea, on parlait de Blur, Magic Eden, ils n'ont pas besoin, entre guillemets, de market maker, parce que certains utilisateurs le font déjà pour eux. Alors, ça dépend des collections. Ouais. Sur les on va dire les collections top 10, on va avoir assez de joueurs, assez de traders spéculatifs qui vont mettre tellement d'ordre, voire même des bots, qu'ils en ont pas forcément besoin.
Par contre, sur le reste, ouais, là, ils vont avoir besoin, la majorité de la liquidité va quand même rester principalement sur OpenSea et Blur. Sur le reste, les marketplaces auront besoin d'un market maker. Et d'ailleurs, on parle avec elle directement, on est en relation avec elle, justement pour essayer de résoudre ce souci sur comment faire pour amener de la liquidité sur les collections où personne n'est sur leur marketplace. Ce qui est intéressant, c'est que Blur a fait exactement ça. Blur te donne en fait aujourd'hui des tokens Blur pour lister des NFT ou pour bidder sur des NFT, c'est-à-dire pour faire du market making. Et donc aujourd'hui, Blur paye tout le monde, n'importe qui a envie, pour venir market maker sur la plateforme. Et c'est ça qui a beaucoup contribué en fait à l'explosion du volume sur Blur et au succès de la plateforme, qui a fait qu'il y avait les meilleurs prix sur Blur, que les prix étaient plus stables sur Blur. C'est que effectivement il y avait du market making en fait qui avait lieu sur Blur. Et donc nous effectivement, comme Joseph le racontait, c'est pour ça qu'on parle à pas mal d'autres marketplaces qui sont intéressés par avoir ce genre de service. Ouais, c'est hyper intéressant. Et j'imagine qu'à terme, ces frais-là, donc que ce soit pour Gecko ou d'autres solutions, enfin en tout cas pour faire du market making, peut-être les frais seront divisés entre la marketplace et la collection NFT en question. C'est des choses qu'on est en train d'explorer. Ouais. Si tu veux, comment est-ce que ces choses vont s'articuler entre les marketplaces, entre les émetteurs, entre les collections. Voilà, c'est des choses qu'on explore en fait là-dessus. On va voir un peu avec le temps ce que vont nous donner les différents modèles et quel standard va s'imposer. On sent qu'il y a une envie des deux côtés. Et donc après, faut trouver les choses à faire. Donc effectivement, ça a potentiellement du sens d'avoir quelque chose qui est un peu tu vois, tripartite entre des market makers, des collections et des marketplaces. Et une question d'ailleurs, vous qui êtes bien maintenant au courant du fait, mais quel est l'intérêt pour un utilisateur de passer par une plateforme A ou une plateforme B pour acheter ces NFT aujourd'hui, si ce n'est le prix? Mais finalement, voilà, si le prix est bien lissé aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'intérêt à choisir une plateforme spécifique. Ça va être des questions de liquidité justement. Comme tu dis, où est-ce qu'il y a le meilleur prix? À quel prix est-ce qu'il peut acheter, mais derrière aussi revendre son NFT? Donc ça va être la première chose qu'un utilisateur va regarder. La deuxième variable, ça va être les frais. Quels sont les frais de la marketplace qui s'ajoutent à ça? Est-ce que les frais donc de la marketplace, mais également des royalties? Donc c'est tout ça en fait qui vont impacter le coût pour l'utilisateur. Ça marche. Il y a un troisième élément qui est autour de l'INIX et de la donnée en fait que tu vas avoir sur cette marketplace. C'est-à-dire qu'en particulier dans tout ce qui est jeu, de plus en plus en fait les données ne sont pas exclusivement sur la blockchain, mais vont être sur des bases de données off-chain, des bases de données propres au jeu, parce que tout simplement les jeux devenant de plus en plus complexes, tu veux pas tout stocker sur la blockchain, ça devient trop cher. Et donc en fait si il y a certains jeux où tu vois par exemple Z-Run, je sais pas si tu connais, Z-Run c'est un jeu de chevaux. Ok, c'est du PMU mais en blockchain et en fait la plupart du trading là-dessus se passe sur une plateforme qui s'appelle Apco parce que justement Apco ils ont accès à ces données off-chain et ils sont capables de les afficher constamment, enfin tu vois, constamment à jour, etc. Chose que ne sait pas faire OpenSea en fait. OpenSea, tout ce qui t'affiche, c'est les données on-chain. Et donc cette question des données en fait va devenir de plus en plus importante en fait pour les jeux. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des jeux cherchent en fait à sortir leur volume d'OpenSea. Et donc nous, c'est d'ailleurs un de nos use cases, c'est-à-dire que quand tu es un jeu et que tu vas créer peut-être ta propre marketplace ou que tu vas te mettre sur des marketplaces comme ça qui sont customisés pour toi, ton problème numéro 1, ça va être ramener des gens dessus. Et pour ça, il faut que tu aies les meilleurs prix. Et donc, c'est pour ça que la data, c'est un élément, mais comme le disait Joseph, le premier élément, ça reste le prix. Et donc, le fait que le prix soit... Et donc, nous, une des choses qu'on va être capable de faire, c'est de ramener ces bons prix justement sur ces nouvelles marketplaces pour pouvoir les faire démarrer, pour faire en sorte qu'elles aient les meilleurs prix, que ça devienne, sur tous les critères, la meilleure marketplace. Ok, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, je me dis, bon, en fait, tu vas acheter un NFT, tu passes par un agrégateur de marketplace qui va forcément te trouver le meilleur prix sur telle marketplace. Effectivement, le fait d'avoir la donnée à une certaine marketplace, ça permet vraiment d'avoir un vrai axe de différenciation entre deux marketplaces.
les différencier. Ouais, hyper intéressant. Je vous propose de conclure, messieurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les actualités de Gecko? Alors, une petite question d'ailleurs avant ça, parce que je crois pas qu'on en a discuté, mais du coup, vous avez levé des fonds une fois que vous avez trouvé ce product market fit ou pas encore? Non, on n'a pas relevé de fonds parce que comme je te disais tout à l'heure, on est profitable, on a assez de clients pour tourner, donc pour le moment on est dans une croissance plutôt saine, tu vois, et on est content de ça. Honnêtement, c'est pas le meilleur moment pour lever des fonds. Oui, si. Donc pour le moment, on est très bien comme ça, on avance comme ça. On réfléchit un peu au futur, tu vois, effectivement, et à quel moment on veut accélérer. Il y a un vrai sujet en fait. Si tu veux pas accélérer trop vite par rapport à ton marché, tu vois, et donc à quel moment le marché va effectivement exploser, à quel moment tous ces jeux dont je te parlais tout à l'heure vont effectivement arriver sur le marché, vont avoir besoin de nous, c'est encore quelque chose qu'on est en train d'essayer de jauger. Et nous, on aura besoin d'accélérer, en fait, un peu avant ça, si tu veux, pour effectivement bien prendre la vague. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de jauger, mais pour le moment, si tu veux, on n'a pas de besoins financiers urgents qui font que on a besoin de lever maintenant. Et les prochaines actus, ça donne quoi en termes dans les prochains mois? Et écoute, les prochaines actus, nous, c'est onboarder des clients. Donc, c'est beaucoup ça. On onboard des clients. On a une petite équipe qui fonctionne très bien et avec laquelle on est capable d'onboarder pas mal de clients parce qu'on a une infrastructure incroyable qui a développé l'ODEF. On sait qu'on a une solution qui est extrêmement scalable dès aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup d'efforts d'évangélisation, d'expliquer aux jeux ce qui va leur aider, de les aider aujourd'hui sur le design de leur tokenomics, sur comprendre un peu quelles sont les dynamiques de ces marchés, etc. Donc voilà, donc c'est beaucoup aider les jeux à avancer et le jour où ils seront prêts, les onboarder sur la plateforme. Clairement. Et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe. Ok, que des développeurs, j'imagine, en plus de vous trois. Non, donc des développeurs, il y a des traders aussi. Ok. Voilà, parce que je te disais, il y a besoin de ce côté un peu human oversight pour pouvoir bien gérer la chose. Ouais. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui un projet dans le Web3? Accroche-toi. Non, parce que le marché est pas facile du tout. Le marché est dans un sens un jour et 6 mois après, il est dans un autre sens. Donc, il faut avoir des convictions assez fortes, en fait, se dire, OK, ce truc-là, c'est vraiment ça que je veux faire. Je vais m'y inscrire dans le long terme. Et je pense que c'est vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui fait que, tu vois, je te parlerai en particulier des jeux, qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir ça en dehors du potentiel plus financier. En dehors du côté financier, tu vois, et nous dans les jeux, c'est qu'est-ce qui fait que le jeu va être plus fun parce qu'il y a des NFT tu vois, dedans. C'est ne pas s'arrêter au côté casino des NFT et juste je vais gagner de l'argent et je vais gagner de l'argent, mais réussir à trouver cet axe-là, c'est ça qui est la vraie différenciation et qui va faire pour moi les gagnants l'année prochaine et les années suivantes. Super. Joseph, Ness, merci beaucoup les gars, c'était hyper intéressant. C'est un peu une masterclass d'un pivot. Bravo. Merci à toi. Merci. Merci à toi.